pas de chez vous. Peut-être faut couper votre micro pour le moment, Anissa, et puis on va, euh, on va pouvoir démarrer. Je vois que le nombre de participants augmente petit à petit, donc ça sous-entendrait qu'on aurait commencé justement le webinaire. Est-ce que du côté de la technique, on est bien en train de commencer? Il semblerait Il que… s'est lancé automatiquement. Oui, oui, Ah, très bien. le webinaire est lancé. Ok, à ce moment-là, il faudrait me mettre éventuellement en avant pour commencer. C'est moi qui vais accueillir progressivement et tranquillement les 65, 66, 65 toujours, 67 participants qui progressivement s'inscrivent les uns les autres. Bienvenue à tout le monde qui est là. Si vous êtes là pour parler de la participation des personnes au sein des SIAO, vous êtes apparemment au bon endroit. On va laisser encore quelques minutes aux participants pour se connecter. On se dit qu'on va commencer dans 1 à 2 minutes, histoire de laisser le temps aux derniers arrivés de bien se connecter. Bienvenue à tout le monde. Bien, écoutez, il est 16h05. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. On va commencer progressivement notre atelier sur la participation des personnes accompagnées au sein des SIAO, avec comme question justement un peu comment établir la personne au centre de son parcours. Donc voilà, on laisse encore une petite minute au dernier, puis on va démarrer. Bienvenue aux derniers arrivants. Eh bien, super, on fait signe d'y aller. Eh bien, allons-y. Bienvenue à tout le monde. Moi, je suis Adrien Brégère, je suis chargé de mission sur les questions de travail social et de participation à la fédération, au siège de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans le cadre de ces semaines de la rue au logement, voilà, sur les questions ayant trait à l'évolution des SIAO notamment, on a voulu se poser une question un peu qui peut paraître un peu paradoxale, qui est finalement quel lien il peut y avoir entre la participation des personnes et l'action concrète des services intégrés d'accueil et d'orientation. Ça peut paraître un petit peu paradoxal que de se poser cette question, tant les SIAO sont parfois un peu compris comme justement un ensemble de systèmes d'information un peu techniques, un peu administratifs, dans lesquels finalement la prise en compte de la parole des personnes, elle trouve pas toujours sa place. Mais on se rend compte que ce n'est pas non plus une fatalité et que ici et là, dans beaucoup de territoires, les organismes qui portent ces SIAO de plus en plus mettent un soin particulier à créer des espaces, à créer des modes d'échange avec les personnes concernées par leur action qui se développent, qui s'amplifient. Et donc, c'est le but de cet atelier que d'échanger entre nous sur finalement les modes et les types d'instances, les types d'interactions que ça peut représenter, que cette question de la participation dans les SIAO. Je vais être assez bref pour commencer parce qu'on a finalement pas mal d'intervenants parmi nous, de super intervenants que je vais juste présenter assez rapidement avant qu'on commence. On aura en fait finalement 3 binômes qui vont intervenir successivement et à différents moments. On aura tout d'abord une intervention de la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-Franche-Comté à travers Audrey Dallaval qui est déléguée générale et Hélène Gallo qui est chargée de mission justement sur les questions de participation, qui nous parleront notamment d'une étude qu'ils ont pu mener sur ce sujet au niveau de leur région, sur la manière dont les SIAO prennent en compte et développent des modes de participation qui mettent en avant la parole des personnes concernées. On aura aussi une intervention d'un binôme composé d'Antonio Ramoa, qui est une personne accompagnée par le SIAO 34, donc le SIAO de l'Hérault, et d'Émilie Duquesnoy, qui en est la directrice de ce SIAO. On aura aussi la chance d'avoir un autre binôme composé d'Anissa Adam. Enfin, je dis une bêtise, en fait, c'est Meriem Adam, qui est une personne accompagnée au sein du SAMU social de Paris et qui participe à une instance de participation qui s'appelle le débat permanent. Elle a travaillé à de nombreux travaux sur
justement la préfiguration du SIAO avec le SAMU social de Paris. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure et elle est accompagnée justement dans le cadre de ce binôme par la responsable de projet auprès de la direction du SIAO et qui s'appelle Karine Lebihan. Donc voilà, bienvenue à tous les intervenants. On va commencer cet atelier par passer la parole à peut-être Audrey Dallaval, si ça te va. Donc apparemment, en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez travaillé à une étude sur ce sujet de la participation dans les SIAO. Finalement, pourquoi avoir mis en place cette étude et, et à quoi ça correspondait comme objectif pour vous que de réaliser une étude sur la diversité que peut représenter la participation dans les SIAO de votre réseau? Merci Adrien. Donc effectivement, nous on a mené en 2018 cette étude parce que notamment dans le cadre de notre convention avec la DRJSCS, on avait notamment l'animation du réseau de SIAO au niveau régional et qu'on s'est évidemment intéressé de longue date à la question de la participation des personnes accueillies puisque, comme vous le savez probablement, c'est un axe, la promotion de la citoyenneté des personnes accueillies, qui est un axe fort de notre projet fédéral national qu'on décline dans toutes les régions. Donc, à un moment donné, on s'est dit que c'était quand même important de pouvoir se poser la question de quels sont les modes de participation aujourd'hui possibles au sein des SIAO. Et dans l'étude qu'on a conduite, on en a décliné deux particulièrement, qu'Hélène vous précisera plus tard. Un qui concerne la participation directe à la construction de son parcours, et puis un second axe qui est plutôt sur la représentation dans les instances de gouvernance des SIAO. Dans un premier temps, effectivement, il paraît important de revenir sur le contexte et les enjeux dans lesquels s'inscrit cette étude, puisque la promotion de la citoyenneté et des savoirs d'expérience sont effectivement des axes de notre projet et font partie des objectifs centraux qui guident l'ensemble de nos actions au niveau de la fédération. Atteindre ces objectifs, ça veut dire qu'il faut qu'on repense les modes d'intervention sociale, qu'il faut qu'on repense la gouvernance des structures et des dispositifs et qu'on repense le pilotage du secteur pour faire une plus grande place aux personnes directement concernées, avec l'ambition non pas seulement de susciter l'adhésion des personnes à un projet qui serait construit par des professionnels et des institutions, mais bien de travailler en réelle collaboration avec les personnes accueillies, collaboration fondée sur la réciprocité des relations entre l'ensemble des parties prenantes. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain nombre de vigilances dans la pratique. Et dans ces vigilances, notamment prendre en compte le fait que l'interaction entre les professionnels et les personnes accueillies sont influencées par les cadres de référence propres à chacun et par nos différents systèmes de normes, ceux qu'on a intériorisés et qui influencent à la fois notre regard sur le monde et du coup nos conduites. Ne pas prendre en compte et ne pas prendre conscience de ces influences, ça va entraîner forcément à un moment donné des difficultés à reconnaître comme légitimes des idées et des projets de vie trop éloignés des propres conceptions qu'on peut avoir en tant qu'accompagnante sociale. Et ça peut nous conduire à un moment donné à penser comme bienveillantes des injonctions et des choix d'intervention directifs qui finalement ne correspondront pas aux besoins ou à ce que les personnes auraient souhaité qu'on puisse proposer. Ce qu'il faut qu'on prenne en compte, globalement, c'est le rapport asymétrique des relations entre les professionnels qui, dans le système, disposent du savoir légitime et des moyens d'action, et les personnes accueillies, qui sont considérées là comme des profanes et dont le savoir d'expérience est souvent peu reconnu dans notre système. Tout ça, ça favorise, et en tout cas, ça renforce la stigmatisation et l'autostigmatisation que peuvent rencontrer les personnes au quotidien. D'où la nécessité pour nous de travailler sur les représentations sociales à l'encontre de ces personnes si on souhaite réellement développer leur engagement. L'objectif de nos travaux, c'est évidemment d'engager des réflexions à long terme pour interpeller les pratiques professionnelles dans le sens d'un plus grand respect effectif des droits des personnes, de reconnaître aux personnes un statut d'actrice de leur vie et pas seulement d'objet du travail social, et de reconnaître leur savoir comme légitime, et puis évidemment de considérer les personnes comme partenaires à part entière. Avant de donner la parole à Hélène, qui va vous présenter un peu plus spécifiquement les éléments de notre étude, juste quelques mots sur la méthodologie. D'une part, on a fait le choix, comme on le fait habituellement, d'utiliser le terme de personnes accueillies, justement sur la dimension
de permettre de reconnaître que les personnes concernées ont une qualité d'actrice, de citoyenne capable d'action et de pensée propre, et pas le terme d'usager ou d'usagère, qui est le terme habituel, mais qui a plutôt une tendance à objectifier les personnes et à les mettre dans une position passive. Donc, cette étude, on l'a conduite à travers deux outils, deux méthodologies particulières. Une première autour d'entretiens SMI directifs auprès des coordinateurs et coordinatrices des SIAO et de leur direction, et puis auprès des DCSPP. Et puis, concernant les personnes accueillies, on a organisé des groupes de travail départementaux qui permettaient de réunir plusieurs personnes au même endroit. Et c'est de cette manière qu'on a pu remonter leurs constats et leurs propositions. Et donc, cette étude, elle est organisée en plusieurs volets. D'une part, effectivement, les constats avec un certain nombre de verbatims, des propositions d'actions concrètes dans lesquelles l'idée, c'est que les CIAO puissent piocher de manière à s'adapter aussi à leur organisation territoriale spécifique. Et puis, on a aussi présenté un certain nombre de pistes de réflexion hors secteur sur d'autres façons d'organiser la participation, de travailler à l'émancipation des personnes et à leur empowerment. Et on a mis du coup ces pistes d'action dans le projet. Voilà. Et donc, je laisse… alors, on demande si l'étude est disponible dans le chat. Oui, elle est disponible, on l'enverra, bien sûr, on la partagera. Hélène, je te laisse présenter plus en détail les éléments de l'étude. Merci Audrey, bonjour à tous. Donc oui, en ce qui concerne plus spécifiquement les éléments de l'étude, donc on va retrouver deux niveaux de participation que je vais vous présenter. Donc la participation directe d'abord, où il s'agit pour la personne accueillie de participer à ce moment où son dossier est traité, donc ce qui va lui permettre de donner son point de vue, d'apporter de nouveaux éléments, de nouvelles informations, et qui va du coup participer à la décision d'orientation dans le cadre du SIAO. Et donc là, la personne, elle co-construit son parcours avec les autres acteurs autour de la table. Et le deuxième niveau de participation qui correspond ici aux instances de gouvernance. Donc là, il va s'agir de solliciter l'avis des personnes accueillies sur le dispositif en lui-même et sur les politiques publiques qui l'entourent. Donc là, à ce niveau-là, on est sur de la représentation. Mais on verra ce deuxième niveau un petit peu plus tard avec Audrey. Et là, on va s'attarder un petit peu plus sur le premier, donc la participation directe, en passant en revue 6 points importants qui doivent permettre la participation des personnes accueillies au sein des SIAO et, comme disait Audrey, de collaborer avec elles autour de la construction de leur parcours. Donc tout d'abord, le premier point, il consiste à finalement mettre fin à la méconnaissance du SIAO et du droit à la participation des personnes accueillies dans les commissions d'orientation. Donc du côté des personnes accueillies déjà, parce que le SIAO il est largement méconnu, il faut s'attarder à l'expliquer, à expliquer un peu son fonctionnement, ses nuances, le 115, l'accès au logement, enfin voilà, KESACO, tout ça, et donc sensibiliser et informer. Et au-delà des personnes accueillies, côté professionnel aussi, parce que le SIAO, il y a des principes importants, forts en matière d'équité, d'adaptation des orientations aux besoins, d'adaptation de l'offre. Et parfois, cet intérêt, il est mal identifié par certains partenaires du SIAO, ce qui peut notamment être dû à une difficulté à déconstruire des pratiques professionnelles qui sont bien ancrées finalement. Donc voilà, mettre fin à la méconnaissance. Le deuxième point, il consiste quant à lui à faire évoluer les représentations mutuelles des travailleurs sociaux et des personnes accueillies. Donc dans les discours des personnes accueillies dans le cadre de l'étude, on constate que le référent social, il est bien intégré, il est partie prenante des décisions et il est vraiment considéré comme le savant, l'expert, à tel point que dans certains cas, les personnes, elles hésitent même à engager les démarches seules parce que l'aval du professionnel est essentiel pour elles. Donc on va retrouver vraiment cette notion d'auto-stigmatisation qu'Audrey avait déjà expliqué tout à l'heure, et ce clivage entre le savoir expert et le savoir profane. Et en effet, le professionnel, il dispose d'informations et de connaissances qu'il met à profit pour accompagner le mieux possible. Mais finalement, ce n'est pas à lui de décider tout seul des actions et des stratégies à mettre en place. Il y a une partie importante de l'accompagnement qui consiste à rendre la personne auteur et actrice des actions en faisant ce travail de déconstruire les représentations sociales et de construire des modes de relations qui seraient plus horizontaux. Le troisième point, il s'attarde un peu plus sur le secret partagé et son encadrement. Donc toujours d'après les discours, les témoignages des personnes accueillies qui ont participé à la commission pour leur dossier.
certaines personnes ont eu l'impression que les décisions, elles étaient comme prises à l'avance. Donc, ils craignent qu'il y ait certains éléments qui sont échangés en leur absence et qui dépassent les éléments qui ont été évoqués pendant l'évaluation sociale et qui donc ont été validés, hein, entre le référent et la personne accueillie. Et le fait que ça soit pas toujours les mêmes représentants en commission d'orientation SIAO, ça vient susciter, de l'inquiétude chez les personnes et voilà, c'est perçu comme une sorte de fragilisation de la confidentialité. Et de plus, pour la majeure partie des professionnels rencontrés dans le cadre de l'étude, le temps dédié au débat, à la décision finale, il ne doit pas se faire en présence de la personne. Ce qui, de fait, va augmenter l'inquiétude de la personne et va donner un espèce d'aspect tribunal à la commission. Le champ lexical que j'utilise là, il est lié à la justice, hein, il n'est pas anodin. Ce sont des mots qu'on retrouve dans les témoignages et les discours des personnes. Donc il semble important, voilà, de communiquer autour du secret partagé, d'élaborer des choses ensemble et de les co-construire ensemble surtout, entre les travailleurs sociaux et les personnes accueillies. Et en ce qui concerne la décision d'orientation, donc la décision finale, eh ben, ça semble, simple comme ça, mais partager cette décision avec les personnes accueillies, ça favoriserait, finalement l'acceptation de la décision. Ça permettrait aux personnes, de pouvoir échanger directement avec les membres de la commission, d'avoir leur point de vue, de pouvoir y répondre aussi. Et puis ça permet aux personnes, de comprendre la décision finale, les motifs, les enjeux qui interviennent dans la décision. Puis ça permet de placer la personne, comme un partenaire qui a son mot à dire, autant que les autres acteurs autour de la table. Enfin, en 4e point, il est important, d'assurer la place des personnes accueillies dans la co-construction de leur parcours, donc de l'évaluation sociale avec le référent à la participation en commission d'orientation, car cette personne, elle est la plus à même finalement de répondre aux questions des différents intervenants, puisqu'elle est experte de sa propre expérience de vie. Donc assurer leur place, ça permet aussi, de les responsabiliser, ça leur permet de s'exprimer et de se placer, voilà, en tant qu'experte. Et en ce qui concerne l'évaluation sociale, c'est lors des rencontres successives que le référent social il pourra mettre en place les conditions nécessaires pour que la personne elle raconte, pour qu'elle se raconte, pour lui expliquer calmement et simplement les raisons pour lesquelles elle pourrait participer à la commission. Donc voilà, donc, la participation, ça ne va pas de soi, c'est quelque chose qui s'accompagne et ça demande de mettre en place voilà, de la communication et de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'elle puisse se faire. Et enfin, en dernier point, ça concerne plus une organisation ou plutôt une réorganisation de la commission d'orientation. Donc là, il s'agirait plutôt d'adopter les bonnes pratiques finalement qui permettraient un accueil bienveillant, qui favoriserait les échanges et la participation de la personne accueillie. Mais si vous voulez, on reviendra peut-être pendant le temps des questions sur les dites bonnes pratiques. Mais voilà, dans les témoignages, il est notamment proposé que les personnes présentes autour de la table, ça paraît simple, mais déclinent leur identité, voilà, leur fonction, afin de savoir qui elles sont, pourquoi elles sont là, à quoi, enfin voilà, à quoi elles servent là autour de la table, quels sont les enjeux de leur présence. Et puis également permettre la présence d'un représentant des personnes accueillies ou d'un père aidant avec qui la personne pourrait échanger avant, pendant, après la commission. Voilà. Donc voilà pour les 6 points. J'espère que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas après si vous avez des questions dans le chat. Et puis, comme je le disais, l'aspect gouvernance, on le verra du coup dans un 2e temps. Merci. Merci beaucoup, Hélène. On voit tous ces points. Ça a l'air hyper intéressant, votre étude. Effectivement, merci de l'avoir partagé. Et si en plus, il y a des points de préconisation qui ont pu être élaborés avec les personnes, tous ces enjeux de transparence, de secret partagé, d'accès à une expression de ses souhaits et d'une compréhension des enjeux, ça nous semble hyper riche, en tout cas, le travail que vous avez pu mener. On va continuer un peu cette réflexion sur en fait, la place que peuvent prendre les personnes dans la mise en œuvre de l'information au sein des SIAO par passer la parole à Myriam Adam. Bonjour Myriam. Du coup, vous êtes membre du débat permanent au sein du SAMU social de Paris. Exactement. Que vous allez peut-être pouvoir nous présenter un petit peu justement qu'est-ce que c'est que ce débat permanent et cette instance d'expression. Puis après, on vous posera peut-être une ou deux autres questions sur justement le rôle que vous avez pu jouer dans ces questions de préfiguration du SIAO notamment. D'accord. Je vais vous présenter brièvement ce que c'est le débat permanent. En fait, le débat permanent est né suite
au grand débat national lancé par le président de la République Emmanuel Macron. Et il est constitué de 4 groupes. Donc, chaque groupe est constitué en lui-même d'un hébergé et d'un professionnel du SAMU social. Donc, on a 4 groupes, groupe écologie, groupe accès au bénévolat et la formation dont je fais partie, et groupe des liens sociaux dans les centres d'hébergement et groupe des personnes, des besoins de personnes à la rue. Donc, c'est un espace de réflexion et surtout de coproduction de projets. Et l'enjeu, c'est vrai, l'enjeu, c'est d'appliquer, de créer et d'appliquer ces projets sur le terrain. Donc, le débat permanent a reçu un trophée pour la participation et la concertation à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Et est-ce que, du coup, maintenant qu'on a compris un peu ce que c'était que cette instance, que le débat permanent, quel rôle, du coup, vous avez pu jouer dans le cadre d'une concertation qu'a mis en place le SIAO du SAMU social de Paris, justement pour penser son évolution et justement, du coup, dans ce cadre-là, la relation d'information avec les personnes accueillies ou en tout cas prises en charge dans le cadre du SIAO? Oui, exactement. En fait, il y a eu 2 rencontres l'année dernière en février. Donc, c'était 2 rencontres il y avait les personnes du débat permanent, bien sûr, il y avait d'autres personnes de différentes structures. Donc, on a relevé 5 besoins primordiaux qui se sont identifiés au fur et à mesure. Par exemple, mieux connaître les missions du SIAO, pouvoir s'adresser directement, comment pouvoir s'adresser directement au SIAO et manière plus anticiper l'existence, de savoir de manière plus anticipée l'existence du SAMU social et le contacter rapidement, pouvoir alerter sur les conditions de vie indignes. Et on devait participer aussi au séminaire qui normalement devait avoir lieu en avril, mais les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Mais là, la rénovation a repris récemment, donc pour le 115 SIAO, à travers l'espace solidarité insertion pour aller en fait toucher un autre public hors les personnes déjà qui étaient déjà présents lors de ces 2 rencontres, les personnes à la rue. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. On a bien compris les différents besoins que vous avez mis en avant, mais après, concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça a apporté le fait que on donne la parole aux personnes directement sur ces sujets-là? En fait, c'est vrai que je pense, de mon avis personnel, je vais aller encore plus loin, en fait. Je pense que comment faire en sorte que nous soyons systématiquement associés au pilotage de ces projets-là ou de ces chantiers-là. C'est-à-dire, on a besoin de plus de visibilité, on a besoin de plus d'informations. Si on participe à un projet, bien sûr, on veut avoir des informations en long terme pour que l'implication se fasse sur de long terme. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on vient, on donne notre avis, on participe à une réunion et après, on va être associé systématiquement à ces sujets-là qui nous concernent en premier lieu. Votre souhait, si je comprends bien, c'est que ce ne soit pas les seules séquences sur lesquelles on met en place, on démarre les projets dans lesquels on écoute les personnes, mais qu'il puisse y avoir des formes de suivi et d'évaluation de plus long terme qui vous associent à différents moments. Justement, ces enjeux-là, on va pouvoir en parler aussi un peu directement avec les personnes qui sont justement en charge et en responsabilité de la mise en œuvre de ce projet-là au SAMU social de Paris. Du coup, le SAMU social de Paris, vous avez la particularité dans le cadre de votre démarche de préfiguration du SIAO, justement, de mettre en place différentes séquences importantes de prise en compte de la parole des personnes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez un peu nous partager de ce mode opératoire, de la méthode que vous avez utilisée pour que ça puisse éventuellement intéresser d'autres personnes qui participent à cette séquence maintenant? Donc, Karine Le Bihan, si vous nous entendez. Oui.
Alors, en effet, donc la démarche de préfiguration du SIAO qui a démarré en 2019, donc à partir du mois d'avril 2019 et qui a duré qui a duré 1 an et demi. Elle a permis d'associer, ou en tout cas, elle a eu la volonté d'associer l'ensemble des parties prenantes du SIAO à Paris. Donc, que ce soit les équipes, la gouvernance, l'ensemble des partenaires, les opérateurs dont les places sont régulées par le SIAO, des partenaires prescripteurs du SIAO, mais aussi l'ensemble des personnes concernées et bénéficiaires de son action. D'où, comme le disait Myriam, l'organisation de 2 sessions de concertation qui ont réuni des membres du débat permanent, mais pas que, puisque le SIAO à Paris est porté par le SAMU social de Paris, qui est également opérateur, mais il régule des places d'autres opérateurs. Donc, cette concertation, elle a eu vocation à associer également des personnes accueillis et hébergés chez d'autres opérateurs parisiens. En effet, il y a deux sessions qui se sont déroulées, qui ont été interrompues par le premier confinement et qu'on n'a pas pu remettre en place parce qu'on souhaitait organiser un séminaire qu'on a voulu faire avant l'été, qu'au final on a voulu décaler jusqu'à la fin de l'année et qui n'a toujours pas pu se tenir. Cette démarche, elle est un peu suspendue, mais elle a vocation à s'inscrire dans le temps. Et elle a, en tout cas, comme le disait Myriam, elle a eu déjà un impact fort puisque elle a permis de faire émerger des propositions, des attentes qui ont pu être inscrites dans le projet de service du SIAO qui a été adopté au conseil d'administration en juillet 2020 et qui sont toutes ces évolutions, toutes ces propositions sont petit à petit mises en œuvre dans la mise en œuvre du projet de service qui a démarré opérationnellement en septembre 2020. Donc, c'est une démarche qui, en tout cas pour Paris et dans ce format de recherche et de co-construction de solutions concrètes, est très nouveau pour nous. Et elle a vocation également à se poursuivre, puisque comme le disait Myriam, une des évolutions du projet de service, ça a été aussi de dire qu'on va entamer une démarche plus approfondie et réfléchie sur l'offre de service et l'organisation du 115 de Paris. Cette démarche de réflexion, elle est en cours, puisque tout le projet de service n'a pas pu permettre de creuser totalement les évolutions souhaitées du 115. Et donc, toujours dans cette optique d'aller justement réfléchir et chercher des propositions auprès des personnes concernées, on a démarré une démarche d'aller vers dans un ESI, le SI Agora, et qu'on souhaiterait du coup qui va nous permettre en tout cas de consolider des propositions qui avaient été faites lors des premières concertations et ensuite qui pourront être reprises et retravaillées dans une démarche de co-construction de solutions. Donc le but, comme le disait Myriam, c'est pas que cette démarche, elle s'arrête à on a fait 2 séances, on vous a bien écouté, on vous a bien entendu et on va reprendre à notre sauce ce qui a été dit. C'est vraiment qu'ensuite on puisse ressolliciter le groupe, avoir ouvert la réflexion et ressolliciter le groupe pour travailler, creuser ces pistes d'évolution et notamment sur certaines pistes qui demandent une ingénierie de projet de développement assez importante, notamment sur le fait de trouver des outils pour s'adresser directement au SIAO, de créer des outils d'accès aussi au 115, puisque un des enjeux du 115, c'est bien d'être accessible et d'être ouvert à tous. Donc, il va y avoir tout un travail ensuite de production, de mise en production et d'approfondissement des solutions concrètes qui a vocation à être travaillé
avec les personnes qui ont été sollicitées sur cette concertation l'année dernière. Eh bien, ça a l'air assez passionnant au vu de l'ampleur des défis que ça représente aussi. Est-ce que très rapidement, sur quelques éléments, vous auriez envie de nous dire un peu sur quoi justement cette parole-là, elle a fait un peu bouger les lignes des ambitions que vous pouviez avoir au moment où vous avez démarré cette préfiguration-là? Qu'est-ce que ça vous fait un peu changer dans votre approche de ces différents sujets? Sans forcément être exhaustif, parce qu'on ne pourra pas aller sur tous les sujets, mais sur des choses où il y a des exemples un peu marquants où finalement cette prise en compte-là, elle a changé votre regard sur cette préfiguration. Bah, déjà, cette préfiguration et puis même le fait d'en avoir justement échangé avec les personnes directement concernées, ça a permis de mettre le doigt sur des choses dont je pense tous les professionnels ont conscience, mais sur cette nécessité de sortir de ces pratiques, de sortir de ces représentations, puisqu'on est quand même sur des pratiques et des modes de faire qui datent, qui sont ancrés chez les professionnels et qui n'est pas facile de faire bouger. Le fait justement de donner la parole aux personnes et d'avoir un retour d'expérience au-delà des échanges liés à la situation, c'est vraiment une manière pour nous de sortir de notre zone de confort et d'être challengés sur nos pratiques et sur des modalités d'amélioration qu'on n'aurait soit pas envisagées, soit qu'on n'aurait peut-être pas voulu aussi ambitieux. Le fait de réfléchir à par exemple, à anticiper la connaissance des dispositifs ou à diversifier les modes d'accès, c'est vraiment quelque chose qui au final, pour nous, de se dire, voilà, on n'est plus sur, non, on est sur un appel au 115 ou on passe par un travailleur social et de se dire, non, en fait, voilà, l'appel, OK, il est essentiel, il est indispensable que les personnes puissent appeler le 115, mais il y a des enjeux de rendre cet appel possible, de rendre les lignes accessibles et de se dire que sur certains modes de communication, on a peut-être besoin d'être beaucoup plus diversifié et de donner d'autres moyens de saisine Par exemple? aux personnes. Là, on est encore en train de les réfléchir, hein, ces moyens, mais je sais qu'au niveau du débat permanent et de la concertation, on parlait beaucoup de pourquoi pas d'envisager des bornes suite à la disparition des cabines téléphoniques, pourquoi pas de réfléchir à des sollicitations via d'autres outils de messagerie ou d'SMS. On étudie la faisabilité de ces solutions-là, mais au final, c'est des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé ou qu'on n'aurait peut-être pas osé autant si on n'avait pas été challengé par les personnes. Eh bien, merci beaucoup, Myriam et Karine, pour vos deux témoignages. On vous repassera probablement la parole ensuite s'il y a des questions à la fois des contributeurs et des personnes qui sont dans la salle, peut-être pour comprendre un peu plus comment vous y êtes pris, mais c'était vraiment hyper intéressant. Je pense qu'on va peut-être vous repasser la parole très rapidement en Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il y avait un deuxième aspect de votre étude. Là, on a un peu parlé justement des modes de communication et là, on a eu un exemple assez intéressant de comment concrètement, finalement, ces modes de communication peuvent être aussi amenés à évoluer en prenant en compte le regard des personnes. Dans votre étude, elle prend aussi en compte la question de la gouvernance des SIAO et de comment ils fonctionnent et la manière dont les personnes peuvent y être impliquées. Est-ce que vous voudriez nous en dire un petit mot avant qu'on continue sur ce sujet ensuite? Oui, alors sur l'aspect gouvernance, effectivement, on s'est intéressé aux différentes instances qui sont organisées par les SIAO ou par les services de l'État. Et on a travaillé donc tant avec les personnes accueillies qu'avec les autres professionnels qu'on a interrogés sur à la fois des constats et des propositions. La première, et qui rejoint finalement un certain nombre d'interventions jusque-là, et puis l'aspect sur plutôt la participation directe, c'est toujours cette question de la méconnaissance du SIAO et de son fonctionnement. Alors, à la fois par les personnes accueillies et par les professionnels qui les accompagnent sur le volet de la gouvernance, c'est-à-dire de son organisation, de ses modes de relation avec les autres partenaires du territoire
et finalement de toute la manière dont il fonctionne de manière un peu large, on va dire. Du coup, dans les propositions, évidemment, on a eu des idées de construire des flyers ou des faciles à lire et à comprendre qui permettent justement d'avoir une image un peu imagée, pour le coup, de la manière dont le système fonctionne et dont les modes de relation fonctionnent entre les différents acteurs. L'idée étant aussi de s'assurer que les professionnels qui accompagnent les personnes disposent aussi de cette connaissance pour pouvoir la transmettre aux personnes et leur expliquer qu'elles ont le droit de participer à ces différentes instances de gouvernance. Ce qui est important, ce qui ressort aussi, c'est l'importance de clarifier ce qu'on va attendre des personnes quand elles vont participer à ces instances, que ce soit des comités techniques, des comités de pilotage. C'est finalement qu'est-ce qu'on attend de leur participation, à quel moment on est potentiellement sur de la consultation, jusqu'où on va, est-ce qu'on peut aller jusqu'à de la co-construction. Et donc ça, c'est un élément qui est nécessaire de clarifier si on veut savoir où on va. Le sens de la participation pour les personnes accueillies dans ces instances de gouvernance, elle s'inscrit dans l'idée d'avoir une meilleure compréhension donc, du dispositif dans lequel elles s'inscrivent, dans lesquels leurs pairs s'inscrivent, et aussi de contribuer à l'évaluation de ces dispositifs à travers finalement le vécu qu'elles en ont et la remontée des besoins qu'elles auront par les autres personnes accueillies et qu'elles pourront remonter du coup cette fois dans le cadre d'une parole collective dans ces instances. Dans les propositions, donc au-delà de la question d'une meilleure connaissance du SIAO, il y a l'idée donc de participer à la réflexion et aux décisions, à la fois sur le volet opérationnel et puis sur le volet politique. Ce qui apparaît comme nécessaire pour les personnes, c'est de comprendre les ordres du jour, comprendre finalement le vocabulaire qui est utilisé, et on le sait souvent, on jargonne dans nos différentes réunions professionnelles. Et donc, c'est se donner les moyens de faire en sorte que les personnes qui participent, si on veut qu'elles prennent la parole, il faut qu'on les prépare. Et les préparer, ça veut dire, par exemple, faire en sorte qu'une des personnes organisatrices des réunions, que ce soit des comités techniques ou des comités de pilotage, soit référente de la personne ou des personnes accueillies qui participent, de manière à ce qu'un lien soit fait en amont de la réunion avec ces personnes pour expliquer l'ordre du jour, expliquer quels sont les points qui vont être mis à délibération ou à discussion. Et puis, après, il y a cette préparation amont, et puis s'assurer après que cette même personne puisse, avec les personnes accueillies, faire un bilan de leur participation à chacune des réunions pour voir si elles ont bien saisi ce qui s'est passé et pouvoir reprendre avec elles éventuellement s'il y a des éléments qui ont été mal compris. Voilà, ça fait partie des propositions, mais ça permet vraiment un accompagnement des personnes à se saisir de ces temps de travail. Mais ces temps de travail, ça veut dire aussi qu'il faut potentiellement qu'on les réorganise. Et réorganiser ces instances, ça veut dire peut-être prendre plus de temps. Alors, on sait très bien que tout va vite, qu'on a beaucoup de choses à mettre à l'ordre du jour. Mais ça veut dire qu'il faut aussi peut-être revoir la manière dont on permet aux personnes de prendre la parole dans ces instances, peut-être en sollicitant les personnes accueillies directement. C'est aussi accompagner les personnes dans la restitution à leur pairs. Puisqu'effectivement, l'idée, c'est, là, on est dans la représentation, donc porter une parole collective. Donc déjà, effectivement, ça s'apprend de porter une parole collective. Mais il faut aussi pouvoir restituer ce qui s'est dit à ses pairs. Et donc, de l'amont de la réunion à l'aval de la réunion, il y a tout un travail à faire d'accompagnement. Et tout ça, ça peut se faire à la fois donc, par instance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça se fait aussi plus largement dans de la formation collective qui permet, on en fait régulièrement en région Bourgogne-Franche-Comté, ne serait-ce qu'avec les représentants élus du CRPA, de la formation à prendre la parole en public, à savoir porter une parole collective, à comprendre les différents dispositifs et les différents acteurs qui concourent à l'organisation et à la mise en œuvre de ces dispositifs, tout en veillant toutefois à ce que cette formation ne professionnalise pas les personnes, entre guillemets, c'est-à-dire ne les coupe pas de la réalité de l'expérience vécue qu'elles ont à apporter dans ces instances.
Voilà, dans les grandes lignes. Si peut-être juste une chose, une demande aussi très forte des personnes accueillies que les structures assurent, ou en tout cas donnent les moyens logistiques pour pouvoir organiser les échanges entre pairs en amont des réunions et en aval des réunions, à la fois pour les préparer et pour les restituer. Ce qui veut dire mettre à disposition des salles de réunion, mettre à disposition du matériel, éventuellement payer des transports pour les personnes pour qui ce serait nécessaire, puisque il est évident que porter une parole collective, ça veut dire rencontrer les autres et organiser ces représentations. Voilà dans les grandes lignes. Merci beaucoup Audrey sur cet ensemble de points qui donnent beaucoup à réfléchir sur comment justement on peut adapter ces instances au bénéfice des personnes accompagnées, mais finalement peut-être pas que, et que ça peut aussi permettre à tous les participants à ces instances d'améliorer leur fonctionnement. Il y a des choses qui sont finalement pas que adressées à la question de la participation des personnes accompagnées. On va peut-être passer la parole, si ça vous va, et c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on l'avait prévu, mais à Émilie Duquesnoy d'abord, justement un peu peut-être en réaction à ces éléments-là, du point de vue d'une directrice du SIAO 34. Justement, vous avez justement prévu et adapté votre fonctionnement à la mise en place d'une présence d'une personne accompagnée au sein de votre conseil d'administration et même au sein du bureau finalement qui met en œuvre le SIAO. Qu'est-ce que ça apporte pour vous finalement au sein du SIAO 34 ? Parfait, c'est bon. Effectivement, nous avons des statuts qui permettent un collège au sein du centre, du conseil d'administration et même du bureau, collège des personnes accompagnées, avec 6 sièges. Donc, c'était des statuts très ambitieux. Ces sièges ont toujours été occupés depuis le dépôt de demande du SIAO en préfecture, mais peu en fait. Pour l'instant, on n'a qu'une personne accompagnée qui est Antonio. Et ça vient contrebalancer. Donc, c'était important pour nous que les personnes accueillies puissent faire partie prenante des décisions collectives, des projets de pilotage au sein de notre gouvernance, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on a des difficultés à recueillir la parole de ces personnes, ne recevant pas nous-mêmes le public. Donc, le recueil de la parole au travers de la plateforme 115, bon, voilà, elle est quotidienne, évidemment, bien qu'il y ait du travail à faire. Mais après, sur toutes les instances, un peu plus au niveau de l'insertion ou du logement intermédiaire, c'est beaucoup plus délicat. Donc, on est en dynamique sur ce point, puisque je me permets une parenthèse, c'est quand même, notamment au travers du SI et SIAO, c'est une des seules en tout cas, une des seules structures où la personne ne peut pas formuler elle-même sa demande. Il faut qu'elle passe par un tiers pour pouvoir travailler son parcours ou initier un parcours d'accès à l'hébergement ou au logement. Donc ça pose problème. Donc, nous, effectivement, tout l'enjeu pour le SIAO 34 est que la représentativité des personnes accompagnées dans nos instances décisionnelles, éviter la distanciation de conception, c'est ce dont faisait référence l'étude de la FAS tout à l'heure, sur les cadres de référence qui peuvent être propres, soit aux professionnels, soit aux personnes accueillies avec leur expertise et leur vécu. Et ça, c'était important pour nous, puisque le deuxième collège des membres de notre bureau, ce sont des directeurs d'établissement. Donc, avec des conceptions et des assez bureaucratisés, assez institutionnalisés par rapport aux attentes qui sont parfois bien différentes, en tout cas des objectifs à atteindre. Et il était pour nous primordial et central que la représentativité des personnes soit effective et surtout permettre une capacité à agir. Voilà, ça, la capacité à agir des personnes que l'on peut, alors pour nous, accueillir un peu moins en tant que SIAO, mais en tout cas accompagner, c'était une évidence. Et effectivement, ça nous challenge au quotidien pour être au plus à même
des difficultés qui peuvent être vécues ou créer du lien d'interactivité et qui permettent malgré tout l'opérationnalité qui est attendue et grandement attendue dans nos missions. Voilà, du coup, il n'y a pas d'enjeu particulier. L'enjeu, il est constant et permanent sur la présence, notamment d'Antonio, qui prendra la parole tout à l'heure, à chaque bureau qui est mensuel. Voilà. Je pourrais pas vous dire plus. On vous reposera peut-être une ou deux questions après que M. Antonio Ramoy ait pu prendre la parole, peut-être sur les conditions un peu de réussite. On y reviendra peut-être après, mais du coup, on a peut-être envie de poser la question directement à Antonio finalement, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prendre part à la gouvernance d'un objet qui pourrait parfois paraître un peu aussi institutionnel que le sujet de la gouvernance d'un SIAO. Voilà, qu'est-ce qui à l'origine vous a motivé et qu'est-ce qui a fait que cette motivation éventuellement la puisse maintenir dans le temps? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme de participation? Tout d'abord, c'est la définition de la participation en elle-même. Quand j'ai commencé dans une instance de participation, c'était dans la structure où j'ai été hébergé à l'origine. L'instance de participation, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais ça me faisait un peu plus penser à un syndic de copropriété où on évoquait les problèmes de machine à laver ou de fermeture de porte ou des choses comme ça, quoi. J'avais une image de la participation qui était un petit peu différente. Pour moi, la participation, c'était prendre part au parcours de la personne de manière à ce qu'il soit le plus fluide possible. Des problèmes matériels, je dirais que c'était plus du domaine de la gestion locative, ce n'est pas vraiment du domaine des personnes qui sont hébergées. Ça, c'était la première chose, c'était ma conception, en tout cas à moi, de la participation. La participation, je pense que ce n'est pas une chose à sens unique, ce n'est pas seulement porter la parole de la personne accompagnée, en l'occurrence, là, il s'agit du SIAO vers le SIAO, mais c'est aussi du SIAO vers la personne accompagnée dans les deux sens. Après, je suis arrivé au bureau, donc après des élections au collège qu'évoquait Émilie. Donc, on a un collège de 6 personnes accompagnées. Quand les élections ont eu lieu, il y a environ 4 ans, je crois, on était 5 à se présenter pour 6 places. Donc, il y a très peu de personnes qui veulent se présenter finalement. Et j'ai été le seul à rester. Alors, j'ai eu la chance, je pense que ça a été une chance d'être au départ invité à participer à des bureaux. Bon, j'avais aussi, à l'époque, j'étais délégué du CRPA, donc je participais à pas mal d'autres instances, comme le CRHH, j'avais participé au PDA, l'HPD, et ainsi de suite, quoi. Enfin, pas mal d'instances très techniques. Ça m'avait permis d'acquérir un certain vocabulaire et de comprendre ce vocabulaire, qui est quand même indispensable quand on participe, je pense, à une réunion de travail. Le bureau, ce n'est pas une instance de participation, c'est vraiment une réunion de travail. Comme le disait Émilie, le SIAO de l'Hérault est constitué c'est une association d'associations. Les membres du bureau sont tous des directeurs de structure. Des réunions de travail, ça dure 3 à 4 heures le matin. C'est des réunions, c'est pas comme les plénières du CRPA, par exemple, c'est pas des endroits où on a vraiment le temps, il faut que les choses avancent. C'est des réunions de travail vraiment. Donc, ça demande quand même une certaine formation préalable pour comprendre ce qui se dit et pour pouvoir se faire comprendre aussi et se faire entendre. Après, ça m'a permis aussi de comprendre que finalement, qu'on soit directeur de structure ou personne accompagnée, on a tous le même but. Les directeurs de structure toutes les structures sont contraintes à des résultats. Hein. Ils sont subventionnés à condition de fournir des résultats. Les résultats, c'est qu'il y ait des sorties, c'est que les parcours se passent le mieux possible. Et mon rôle, en fait, c'est toujours de faire remonter quelles peuvent être les difficultés des personnes dans leur parcours, de manière à ce que ces structures puissent faire face à ces difficultés. On pourrait avoir des petits exemples. Des exemples, il y en a des tonnes, mais bon. Je me souviens, par exemple, dans un bureau, il avait été question de mettre en pratique une grille. Alors, c'est ce qui se fait a priori dans d'autres SIAO.
au moment du montage du dossier SIAO, mettre en œuvre une sorte de grille, une grille de questionnaire. On posait des questions bien définies pour pouvoir faire une évaluation. Donc, j'ai un petit peu mis en garde contre le danger de ce genre de grille parce que dans le monde de la ruche, l'information circule plus vite que la fibre. Donc, si on met en place un questionnaire prédéfini, moi, la peur que j'avais, c'est que les personnes, le jour où elles arrivent, quand elles ont connaissance du questionnaire, en fait, elles vont répondre le mieux possible au questionnaire. Et ça ne sera pas forcément les personnes qui ont le plus besoin, mais les personnes qui répondent le mieux qui seront priorisées. Et le but, c'est pas ça, c'est que ce soit vraiment les personnes qui ont le plus besoin. Que ce ne soit pas forcément les personnes les mieux informées qui soient le mieux orientées, quoi. Donc, c'est donner une sorte de parité. Bon. Du coup, le bureau m'a suivi. Ils ont abandonné cette idée de questionnaire. Ils sont restés aux anciennes pratiques. Il y a un deuxième exemple, c'est que le SIAO traite, je crois, Émilie, tu pourras me corriger, je crois que c'est plus de 50% de dossiers qui sont caducs, c'est-à-dire des dossiers SIAO qui ne sont pas à jour. En fait, ils passent la moitié de leur temps à travailler dans le vide. Moi, mon rôle à ce moment-là, ça a été, comme je travaille aussi, j'ai travaillé au projet d'établissement et à l'évaluation interne d'une structure qui s'appelle Corus à Montpellier, c'est le SAO principal de Montpellier. C'était de faire remonter à Corus justement que les dossiers SIAO ne sont pas forcément suivis entre le jour où l'évaluation est faite, ou le jour où la personne est accueillie au SAO pour remplir son dossier, et le jour où elle est orientée. Il peut se passer 1 an, des fois 1 an et demi, 2 ans. La situation peut changer complètement. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Ça a été de faire remonter ce genre d'informations et peut-être la nécessité de refaire une deuxième évaluation au moment de l'admission. Entre-temps, il peut se passer des tas de choses. Moi, dans mon cas personnel, le jour où j'ai rempli mon dossier et le jour où j'ai été admis, mes revenus n'étaient plus du tout les mêmes, mon état de santé était complètement différent. Ça, c'est des petits exemples du travail au quotidien avec le SIAO. Après, je vous entendais parler tout à l'heure des commissions SIAO. Alors ça a été un gros sujet de discussion. Au départ, j'avais demandé justement à participer à ces commissions. Et je suis revenu dessus, finalement. Je suis revenu dessus, peut-être aussi parce que malheureusement, je suis tout seul. J'ai personne avec moi, en tout cas pour l'instant, pour m'accompagner dans mes démarches de représentation. Mais ces commissions ne sont pas justement, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, des tribunaux. Je pense que si j'étais présent à ces commissions, j'aurais l'impression de ressembler à un avocat. Qui dit avocat, dit jugement, dit il y a une notion de culpabilité. Alors que ce n'est pas du tout ça une commission d'orientation, c'est orienter la personne en fonction du parcours qu'elle a eu. Et l'orientation, elle ne se fait pas au moment de la commission. L'orientation se fait tout au long du parcours. Et je veux faire confiance à ces commissions pour qu'elles puissent, je pense que c'est les professionnels, c'est les gens qui savent ce qu'ils font, enfin, en tout cas ceux que je connais à Montpellier. Je pense que l'évaluation et l'orientation ne doit pas se faire le jour de la commission, elle se fait tout au long du parcours, et c'est en fonction de ce qui a été fait tout au long de ce parcours que la personne peut être orientée à la fin. Et donc, c'est un peu cette notion d'avocat de la défense qui me gênait. C'est pour ça que du coup, je me suis retiré de l'idée de participer à ces commissions. Après, je peux entendre que d'autres régions le fassent, c'est peut-être lié à notre fonctionnement qui est un peu particulier, parce qu'à Montpellier, on est quasiment dans l'Hérault, on est devenu quasiment un SIAO unique, on ne fait pas vraiment de différence entre le 115 ou l'assertion, ou maintenant l'observatoire, c'est un tout. On ne reçoit pas de public, donc il y a peut-être une construction qui est différente des autres SIAO. C'est d'ailleurs une des questions que je vous avais posées, c'est quand j'avais vu l'intitulé de la semaine, c'est
où il y avait vraiment cette association 115 et SIAO. 115, c'est une partie du SIAO, ce n'est pas que le 115, c'est toute l'insertion en général, tout le monde a agi en général. Voilà, au principal. Bien, merci beaucoup, Antonio. Ça nous laisse nous donne une vraie illustration de quels peuvent être les sujets qui peuvent poindre dans ces instances de gouvernance et voilà, la richesse de ce que peut apporter le regard d'une personne qui a été concernée et qui comprend du coup ce dont relèvent ces parcours-là. Quand même, on a compris que vous étiez le seul parmi 6 places ouvertes. Qu'est-ce qui, du coup, faciliterait quand même, peut-être assez rapidement, parce qu'on va vouloir quand même ouvrir la parole, on est sur un atelier, mais très rapidement, qu'est-ce qui quand même permettrait d'ouvrir ces instances-là pour qu'on puisse quand même amplifier cette participation-là et qu'il y ait plus de personnes qui trouvent leur compte en fait dans la participation à ce type d'instance-là? C'est de faire comprendre déjà que la participation, ce n'est pas un duel avec les structures. Les structures ne sont pas des ennemis. Moi, j'ai souvent eu cette impression dans ces instances de participation qu'on était contre quelqu'un. On n'est pas contre, on est avec. Si ça marche bien pour la structure, ça marche bien forcément pour la personne accompagnée. Donc, il faut déjà faire comprendre que la participation, ce n'est pas revendiquer, c'est faire en sorte que ça marche bien pour tout le monde. Si ça marche bien pour les personnes, ça marche bien pour les structures et vice-versa. C'est vraiment cette notion de partenariat en quelque sorte entre le public accompagné ou le public accueilli et les structures. Et j'ai cette chance, en tout cas au sein du bureau, d'avoir vraiment l'impression d'être écouté, d'être entendu. Et ça, c'est une chose très importante, justement, c'est on m'a posé la question encore récemment, quand j'étais au CRPA, qu'est-ce qu'on faisait de ces plénières, de ce qui sortait de ces plénières? Donc, il y a des préconisations qui en sortent. Où elles vont après? Qu'est-ce qu'on en fait? Finalement, on n'en sait trop rien. Encore aujourd'hui, 6 ans après, j'aurais du mal à répondre. Là, quand on est au bureau du SIAO, dans l'instance de gouvernance, c'est en temps réel. Donc, quand on dit quelque chose, c'est appliqué tout de suite. On ne se pose pas de question de savoir après comment ça va cheminer, où ça va aller, comment ça va être interprété et qui va l'interpréter. C'est un travail qui est complètement différent. Et justement, ce qui pourrait motiver d'autres personnes, c'est faire comprendre l'importance de la participation dans ces instances. L'aspect d'efficacité. L'efficacité en temps réel, voilà. Après, les sujets sont divers. Ça peut être sur le parcours de la personne, mais on parle aussi des budgets, tout simplement. Enfin, on a face au commissaire aux comptes. Ça permet vraiment de voir le fonctionnement des structures dans toute sa splendeur, entre guillemets, quoi. Et de pouvoir intervenir sur tous les volets. Je n'ai pas un champ d'action, on me laisse un champ total. Par exemple, là récemment, on parlait du recrutement du médecin. Ça fait 1 an qu'on essaie de recruter un médecin. J'ai pu m'exprimer en donnant des suggestions pour une autre manière de recruter. Ces suggestions ont été écoutées et entendues. Au dernier ordre du jour, Émilie a changé la manière de recruter. Maintenant, on a s'est orienté vers d'autres pistes. Bien, merci beaucoup, Antonio. Peut-être un tout petit mot pour Émilie, mais très vite, justement de ce qu'on a entendu là. Pour vous, ce serait très rapidement, seraient quoi les défis qui vous resteraient à relever, mais en quelques mots justement pour répondre un peu à ce que Antonio mettait en avant sur le fait d'éventuellement sensibiliser un peu plus sur l'aspect assez pratique et l'intérêt que ça peut avoir des modes de participation qui existent au sein du CA, du bureau du SIAO que vous dirigez. Le défi, il est constant, hein, et on a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre. Vraiment, et dynamiser l'approche par l'usage, ça c'est important. Effectivement, c'est à nous à proposer un lieu d'échange, de parole, mais surtout de décision et d'agir, hein, aux personnes accueillies, donc avec une revalorisation de leurs paroles, avec une temporalité adoptée, comme nous le disions, hein, pour préalablement proposer un accompagnement à la perception des enjeux, du contexte, voilà. Mais on a besoin de ces compétences croisées,
inévitable. On ne peut pas parler du parcours des personnes sans avoir leur vécu et leur savoir, en fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous, Émilie, puis à toutes et tous. Je vais peut-être repasser un petit mot à la phase Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que ces éléments, un peu sur le futur des SIAO, puis des démarches comme ça où on essaye d'intégrer participation et évolution des structures d'accompagnement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions sur le sujet, donc on essaiera d'y venir après. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots un peu sur ce qu'on vient d'entendre et sur voilà, la démarche que vous avez menée? Ça vous a fait réfléchir un peu ces conditions de réussite-là? Très rapidement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les témoignages qui ont été présentés aujourd'hui, c'est la diversité des propositions qui sont faites et qui finalement tiennent aussi à l'organisation des SIAO sur les territoires, puisqu'on voit très bien que d'un département à un autre, selon qu'un SIAO est constitué d'une association, d'associations ou pas, selon qu'un SIAO est dans un territoire très rural ou pas du tout, on aura des modes de fonctionnement différents et des organisations partenariales différentes qui permettront plus ou moins de participation et des modes de participation qui seront finalement adaptés aux fonctionnements locaux. Mais effectivement, c'est intéressant. Dans notre étude, on n'avait pas fait ce point sur la différence entre les départements, même si effectivement elle existe, puisqu'on voulait avoir une dimension régionale et un peu macro, on va dire, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais c'est une réalité, effectivement. Il faut pouvoir s'adapter aux contextes locaux et on l'a bien vu aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, ça peut être inspirant pour d'autres SIAO dans d'autres régions. Et on va pouvoir passer à une partie un peu plus atelier. Alors, j'ai vu passer une question. Avant qu'on passe la parole éventuellement aux contributeurs qui se sont inscrits, vous aviez la possibilité de soit de vous inscrire en tant que contributeur, soit en tant que participant. Mais j'ai vu passer une question et je sais que Myriam ne pourra pas assister jusqu'à la fin et j'aurais envie d'éventuellement lui adresser si elle est encore là. Allô, Myriam, est-ce que vous êtes encore là? Bon, si ce n'est pas le cas, oui, il y avait une question que j'ai vu passer. Il y a une question que j'ai vu passer et je sais que vous ne serez pas là jusqu'au bout sur le lien entre les CVS et du coup la participation au sein du SIAO et du coup le lien avec du coup la concertation dans laquelle vous avez participé et éventuellement le lien avec justement une instance un peu supra-participation que peut être le débat permanent. Qu'est-ce qu'il y a comme lien avec justement les CVS dans ces instances-là? Est-ce qu'il y a un lien à faire? En fait, c'est le chantier sur lequel on doit travailler. Donc, c'est une réflexion qu'on avait fait pour faire le lien en fait entre les CVS et le débat permanent, comment faire, et surtout particulièrement pour les hôtels, pour les centres d'hébergement, ça existe déjà. Pour les hôtels, comment faire pour qu'il y ait un conseil de vie sociale au niveau de l'hôtel. Donc, c'est une réflexion à mener et je pense que c'est un chantier à mener par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a… c'est un chantier, pour nous, c'est un challenge à mener pour après. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup. Peut-être que dans les contributeurs, il y a peut-être des personnes qui ont des éléments de réponse à cette question ou à d'autres éléments qui voudraient nous partager. Je sais qu'il y a, par exemple, Lou Jen qui s'est aussi inscrit en tant que contributeur, Monsieur De Cazeneuve ou Monsieur Rodamel. Si vous avez le souhait de prendre la parole, ça peut tout à fait être le moment maintenant avant qu'on prenne des questions qui viennent plus de la salle. Eh bien, à ce moment-là, je vais passer. Vous avez la possibilité de la reprendre ensuite. Je vais passer à ce moment-là la parole à Sylvie, qui s'est un peu noté les différentes questions qui venaient de la salle pour qu'on puisse éventuellement les adresser aux différents intervenants. Du coup, Sylvie, qu'est-ce qui ressort un peu des questions qui ont été posées dans le chat et vers qui tu verrais qu'on pourrait les transposer? Bonjour tout d'abord et merci pour ces interventions. Alors, il n'y a pas eu excessivement de questions, je suis soulagée parce que j'avais un peu peur d'un flot incontrôlable, mais il y en a eu quand même assez intéressantes. Je les ai un peu classées en questions, questions pratiques et questions plutôt sur de la méthode un peu plus large. Oui.
Question pratique, il y avait une question notamment sur le mode de désignation des personnes qui peuvent participer, notamment dans les conseils d'administration ou dans les instances qui organisent le SIAO. Une question, il y en a 3, donc je les pose les 3 en même temps. Une question sur les horaires de réunion. Est-ce que les horaires de ces réunions sont adaptés pour que les personnes puissent y participer? Et une question sur la traduction en direction des personnes allophones. Est-ce qu'il y a des problématiques de ce type qui ont pu être abordées? Donc, je pense que ça s'adresse principalement peut-être au SIAO 34 et au SAMU social, et les personnes qui participent à ça. Eh bien, très bien. Eh bien, sur la question de la désignation, est-ce que peut-être on peut imaginer assez rapidement, on va essayer de faire des réponses rapides pour pouvoir toutes les traiter. Est-ce que du côté du SIAO 34, vous avez quelque chose à nous dire sur le processus un peu qui aboutit à ce que des personnes soient élues au CA et ensuite au bureau? Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous vous mobilisez? Et puis, à côté de ça, peut-être qu'au niveau de l'étude que vous avez menée en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez quelques éléments aussi là-dessus sur finalement les processus qui favorisent quand même l'accès aux statuts qui sont liés à la gouvernance. Donc, peut-être on peut commencer par le SIAO 34. Peut-être Antonio, oui. Les conditions donc, de présentation aux élections, c'est uniquement être une personne accompagnée dans les structures, point. Urgence, insertion, stabilisation, peu importe. C'est la seule et unique condition, c'est d'être personne accompagnée. Ça, c'est la condition pour se présenter. Peut-être très rapidement, justement en termes de statut, quel est votre statut finalement? Vous êtes personne concernée. À quel type d'engagement, de droit et de devoir, peut-être ça peut correspondre, ça peut aider éventuellement d'autres SIAO à intégrer ces questions-là. Est-ce que c'est lié au statut du SIAO, comment votre place elle est définie? Elle a été définie, je crois, récemment. Alors, encore une fois, Émilie pourra me reprendre. Au départ, membre invité du bureau. Et au bout de 2 ou 3 ans, je crois, les statuts ont changé. Je suis devenu membre permanent. D'accord. Ça, c'est mon statut. En termes de droits et devoirs, je pense que c'est un minimum de présence aux réunions. Et toujours une certaine objectivité, bien sûr. Après, il n'y a pas vraiment de droits et devoirs établis, mais je pense que pour être efficace dans ce genre d'endroit, il faut continuer à participer à d'autres instances, à recueillir la parole ailleurs. Il ne faut pas se limiter simplement à son propre parcours. J'essaie même, au contraire, d'éviter de parler de moi, de parler des autres en général. Et donc, ça, ce n'est pas forcément formulé par écrit, mais c'est très important de participer à d'autres instances où on peut recueillir la parole de tout le monde pour après pouvoir la ramener au bureau. Et les horaires, c'est 1 fois par mois, 9h30, 12h30. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'étude que vous avez menée, vous avez peut-être un peu des éléments un peu là-dessus sur les modes qui sont adoptés par les SIAO de la région Bourgogne-Franche-Comté? Merci beaucoup, Antonio. Ça nous donne des vraies billes de réflexion là-dessus. Je pense que ça intéressera notamment les organismes qui ont à leur charge la mise en œuvre des SIAO. Oui, en 2 mots, en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui apparaît essentiellement et ce qui est d'ailleurs à questionner, c'est que le plus souvent dans les instances de gouvernance, ce sont plutôt les délégués CRPA qui sont sollicités pour y siéger, parce que souvent, c'est des personnes qui ont déjà l'habitude de prendre la parole, qui sont déjà en lien avec les structures du territoire. Et on se rend compte que c'est quand même souvent eux qu'on vient chercher. Alors, au sein des SIAO comme au sein de l'ensemble des différentes instances du territoire. Ce qui fait que du coup, le frein, c'est qu'on a quand même des personnes qui sont hyper sollicitées entre effectivement les instances des SIAO, les CR2H, plein d'instances différentes, les commissions d'ALLO. Et finalement, on a des gens qui pourraient très bien quasiment faire un temps plein de représentation des personnes accueillies, ce qui peut poser la question du sens aussi à un moment donné. Et de comment finalement on arrive à susciter l'envie d'autres personnes. Alors souvent, on a des délégués qui commencent à travailler là-dessus, à aller chercher les autres pour leur dire, vous avez aussi la possibilité de représenter les personnes accueillies, vous avez aussi des espaces où vous pouvez aller prendre la parole. Et c'est souvent comme ça qu'on commence à avoir des vocations d'un certain nombre de personnes pour participer. Ça part souvent du CRPA.
C'est peut-être aussi lié au fait que dans la région, pour l'instant, très peu de SIAO sont organisés pour l'instant en groupement de coopération sociale ou ce type en tout cas de groupement. Peut-être qu'on aura effectivement d'autres modalités possibles qui apparaîtront quand on aura évolué là-dessus. Il y avait une autre question sur la question de l'adaptation des modes de participation, sur les questions langagières notamment. Est-ce que vous, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est une question qui s'est posée? Je pense aussi éventuellement au SAMU social de Paris. Est-ce que c'est des questions qui vous traversent un peu quand vous voulez justement mettre en place des concertations sur le SIAO et que parmi justement les personnes accompagnées, il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent pas avoir un usage peut-être suffisant du français pour participer à des instances où on demande quand même souvent des vraies compétences en termes d'expression notamment. Peut-être passer la parole au SAMU social directement. Alors, je pense que Myriam est peut-être plus parmi nous. Alors, est-ce que Karine, vous auriez une réponse à nous donner un peu là-dessus? Alors, je crois que Myriam est toujours là. Oui. Ah oui, alors je vous en prie, vous pouvez commencer. Myriam d'abord peut-être. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que j'étais un petit peu... La question, c'était comment... il y avait une question qui a été posée par la salle qui était autour de comment est-ce qu'on peut prévoir la participation des personnes concernées, notamment autour des sujets que vous avez évoqués, de comment on rend plus lisible le parcours pour les personnes quand justement on travaille avec des personnes qui n'ont pas une maîtrise du français qui permet justement de s'exprimer, que ce soit dans des cadres individuels, mais aussi dans des cadres collectifs que vous avez évoqués, dans des concertations comme celle-ci, comme celles qui ont lieu que vous avez présentées. Est-ce que c'est des sujets que vous rencontrez et est-ce que vous avez des petites idées et des billes de solutions là-dessus? Alors, c'est vrai, pour la langue, c'est vrai que c'est un obstacle pour beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas la langue, se disant oui, je vais aller participer, mais je ne vais pas comprendre finalement voilà, pourquoi y aller et tout. C'est vrai, c'est un obstacle. Mais par contre, après, on pourra faire des petits flyers traduits pour les questions abordées, pour les sujets abordés, faire pas mal d'outils d'information. Voilà. Après, il y a des traducteurs, parmi les hébergés, pourquoi pas faire la traduction. Moi, par exemple, je parle arabe, je parle français, je parle un petit peu anglais, donc je peux faire la traduction au sein d'un atelier ou pour recueillir le témoignage des personnes. Voilà. Donc, il y a pas mal de communication à faire pour qu'on puisse intégrer ces personnes-là parce que elles comptent, elles sont aussi dans le processus et elles comptent, leur avis compte et leurs idées comptent aussi. Donc, il faut prendre en compte aussi ces personnes-là. Peut-être voilà. Pour compléter, je suis tout à fait d'accord et ce que, en tout cas, également sur notre démarche d'aller vers, c'est un frein auquel on a été aussi confrontés, donc qui parfois pour des personnes, du coup, passent leur chemin ou d'autres essayent de participer mais se découragent vite. Ce qu'on a essayé de faire aussi, donc en plus en effet de se dire voilà, il y a des personnes, elles sont il y a des réseaux d'aide et de soutien entre personnes. Donc, il y en a une qui parle un peu mieux, qui maîtrise un peu mieux le français et qui va venir au soutien, au secours des autres. La question de travailler sur des supports de communication traduits est également un outil indispensable. Et ce qu'on a essayé de mettre en place aussi, c'est pourquoi pas de travailler sur des supports visuels. Par exemple, on a travaillé avec une agence de conseil qui nous soutient méthodologiquement sur notre démarche de concertation, qui s'appelle Les Beaux Jours et qui, justement, sur le ESI, notre démarche d'aller vers en ESI, quand on a commencé à se confronter à cette barrière de la langue, nous a permis de développer des situations sous forme de storyboard, donc de petites BD qui ont été travaillés sur la base de témoignages qu'on avait reçus et qui ont permis de faire participer des personnes avec lesquelles on n'arrivait pas forcément à construire
à construire un échange juste en se basant sur la parole. Donc, le fait de proposer de réagir à des supports visuels a été un réel outil aussi. Ça semble effectivement un outil intéressant. Il y a une demande dans le chat de les partager. Alors, à vous de voir. Est-ce que Je les ai pas encore je les ai pas en fichier à proprement parler, donc mais il n'y a pas de souci, on les partagera via Adrien, en tout cas. on a prévu d'organiser d'autres choses sur la participation. J'y viendrai prochainement, donc un peu vers la fin de l'atelier. Donc, ce sera peut-être l'occasion éventuellement de partager des choses qu'on n'aurait pas pu partager aujourd'hui. Sylvie, est-ce qu'il y avait d'autres Oui, il y avait un autre registre qui était plutôt autour de la méthode d'eau, enfin je l'ai classé comme ça en tout cas. Alors il y avait effectivement le lien entre des structures AHI et puis les SIAO pardon, et des structures d'accueil, hébergement, insertion et leur CVS, mais tu l'as posé déjà Adrien, donc je ne sais pas si certains participants souhaitent y revenir. Si sur d'autres territoires, il y a des liens éventuellement entre des CHRS et des CVS, des conseils de vie sociale et les SIAO. Pas forcément. Donc, en tout cas, on a eu la réponse de Myriam tout à l'heure. Il y a une question sur comment permettre aux personnes de dépasser leurs propres paroles. C'est une question assez récurrente en matière de participation. Comment prendre en compte aussi la parole des autres. Donc là, je pense qu'on a eu un début de réponse de la part d'Antonio qui disait que c'était très important de participer à d'autres instances participatives justement pour pouvoir un peu prendre la température et la parole d'autres personnes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite compléter pour répondre à cette question-là. Peut-être juste 2 mots très rapidement, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sont les personnes, c'est à force de faire en fait qu'on apprend à parler, à porter une parole collective. Et donc, c'est très juste de dire que multiplier les espaces finalement de participation, c'est aussi ce qui permet de connaître finalement d'autres témoignages que le sien et progressivement de voir ce qui fait commun entre les différentes situations. Et c'est là qu'on commence finalement à repérer ce qui peut être dit ou être défendu dans les différentes instances pour représenter les personnes. Après, effectivement, c'est aussi ce que j'ai dit quand on parlait de la gouvernance sur la question de la formation. Ça peut être aussi un espace, alors quand on dit formation, on n'est pas sur quelque chose de lourd, mais en tout cas se doter d'outils pour pouvoir animer éventuellement un temps de travail avec des pairs, pour savoir finalement qu'est-ce qu'on va retenir ensemble de ce qu'on a envie d'aller défendre, de ce qu'on a envie de dire. C'est des outils qui sont complémentaires. Je vois qu'il y a Antonio qui… la main est baissée, ok, pardon. Merci. Tout à l'heure sur la notion d'interprétariat, c'est une question qui est à l'ordre du jour qui était à l'ordre du jour des derniers bureaux et qui l'est. C'est vraiment une question actuelle. Cette notion d'interprétariat, c'est une énorme difficulté, mais au-delà de la représentation pour les parcours des personnes, tout simplement. C'est très compliqué d'évaluer une personne qui ne parle pas français. Pour un travailleur social, que ce soit pour l'évaluation, après pour la personne en elle-même, tout au long de son parcours, même après son parcours, pour pouvoir effectuer ses démarches administratives et autres. Donc, dans l'Hérault, on est en train d'essayer de mettre en place une plateforme d'interprétariat, de mutualiser un petit peu l'interprétariat pas seulement au SIAO, mais entre toutes les structures, parce que c'est un besoin qui est commun, qui n'est pas propre au SIAO, qui est commun à toutes les structures, en fait. Donc, on est en train d'essayer de réfléchir à l'idée d'une plateforme d'interprétariat qui, pourquoi pas, pourrait servir aussi pour la participation, mais ça va bien au-delà de la participation, c'est vraiment pour le parcours en lui-même. Une personne qui ne parle pas français aura beaucoup de mal à transmettre ses besoins réels.
effectivement, ça semble être un enjeu peut-être de plus en plus important pour vraiment réussir des démarches de participation. J'ai vu passer aussi une question, si elle y est toujours, sur la question du travail pair. On en a un peu parlé au moment où on a parlé des commissions d'orientation, mais c'est aussi un peu plus large. Est-ce que le travail pair, dans ce cadre-là, peut être un levier? Alors, j'ai un peu envie de, s'ils en sont d'accord, je vois que la plateforme participation participe à l'échange. On peut effectivement, éventuellement leur permettre de parler. Est-ce qu'ils en auront le courage? Oui, bien sûr. Bonjour. Quelle est ta question, du coup? La question, elle porte sur l'apport possible du travail pair à la participation. Alors, je pense que c'est une question qui nécessite un développement à part entière, mais dans le cadre, par exemple, des commissions SIAO, sur cet enjeu un peu de transparence, d'explication des décisions, de lien qui peut être fait avec les personnes, est-ce que c'est des choses que je présente très rapidement la plateforme participation, vous avez pour enjeu, vous, de développer, d'accompagner le développement de la participation sur le territoire de l'Isère, et du coup, à ce titre-là, vous avez quand même une certaine connaissance des différentes pratiques qui peuvent avoir lieu. Est-ce que c'est un enjeu donc on parle bien de travailleurs pairs salariés, qui sont du coup des professionnels de la pair aidance. Alors, on ne pourra pas totalement développer ce concept-là, mais je pense qu'il est maintenant compris par beaucoup d'entre vous. Est-ce que du coup la présence du travail pair dans le cadre du fonctionnement des SIAO, c'est quelque chose que vous avez déjà eu un peu en connaissance? Alors, pas directement au niveau des SIAO. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place justement sur la métropole. Par contre, dans d'autres instances, parce que la question de la participation en fait, se pose à peu près de la même façon dans toutes les instances de politique publique. Tous les enjeux, tous les leviers, tous les freins que vous avez pu noter avec pertinence depuis tout à l'heure, c'est des choses qui se posent vraiment dans n'importe quelle instance de participation. Alors, il se trouve qu'en plus, moi, je ne suis pas travailleur pair, donc c'est encore quelqu'un qui n'est pas impliqué qui va prendre la parole, mais pour avoir beaucoup travaillé donc, avec Nicolas Lepers, qui est la personne sur la plateforme qui s'occupe de ça. Moi, je suis travailleur social, je suis un ancien travailleur social. Effectivement, l'intérêt, il est vraiment dans le partage du savoir expérientiel, c'est-à-dire venir faire bénéficier de l'ensemble des professionnels ce savoir avec un décalage qui est de ne plus être impliqué directement en fait, dans les situations et de pouvoir avoir du temps, surtout énormément de temps, et un levier important qui est d'être salarié, c'est-à-dire d'être matériellement en fait, rémunéré pour ça, et donc faire rentrer ça dans un cadre professionnel et d'avoir à réfléchir justement sur ces leviers, sur des points de vue et partager des points de vue qui seraient comment dire, des endroits des points aveugles qui ont besoin, en fait, on a besoin de gens qui ont connu, c'est un peu ce que me disait monsieur Ramoa, c'est-à-dire d'avoir connu des choses concrètes, pragmatiques des situations, d'avoir été de l'autre côté, en fait, pour pouvoir les transmettre et qu'elles soient entendues et entendables aussi par les professionnels. Donc, c'est un peu cet enjeu-là d'une interface, si on pourrait dire comme ça, une sorte voilà, d'interface qui vient un peu nouer deux champs différents voilà, dont il y a besoin d'acculturation à la fois des deux côtés, et surtout du côté professionnel. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, nous, par rapport à la participation, c'est aussi beaucoup qu'on essaye d'adapter, de faire venir les gens dans notre champ de la participation, connu, habituel. Et il y a sûrement une deuxième voie qui est à plutôt inventer, c'est-à-dire comment on arrive à modifier ces instances-là pour qu'elles correspondent à la fois aux intérêts professionnels et aux intérêts des personnes concernées. C'est quelque chose à fabriquer, en fait, pas à adapter pour que les gens… C'est aussi, la question, elle est vraiment… J'arrête après. La question, elle est vraiment posée quand on dit il faut former les gens, les personnes… il y a un peu une injonction paradoxale. Il faut les former pour qu'ils deviennent opérants dans ces instances, mais après, ils deviennent trop opérants, donc du coup, ils deviennent professionnels, et du coup, là, ça ne nous va plus non plus. Donc, il faut essayer d'inventer justement ces formes pour aller chercher du savoir expérientiel, mais pas que, pour pouvoir bénéficier à tous, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Il semble aussi que c'est un point vraiment important quand on réfléchit à ces instances-là, de trouver justement le juste milieu entre
le fait qu'elles puissent vraiment inclure les personnes, et en même temps qu'elles puissent répondre à leur rôle principal et qu'elles finalement elles ne recréent pas que des experts aussi dans leur fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres… alors, il y a une question qui est reposée. Est-ce que du coup, il y a des exemples dans les SIAO 115? Il semblerait qu'on n'ait pas pu en rassembler là des exemples avec une contribution de travailleurs pairs directe dans le cadre de l'intervention des SIAO. En tout cas, on n'en a pas connaissance aujourd'hui, mais ça peut être de partager. Ah, en fait, oui, je suis travailleur pair aussi. SIAO. Je suis devenu travailleur pair il y a 1 an maintenant pour les Toits du Cœur, c'est l'action hébergement des Restos du Cœur dans le cadre du LDA, du logement d'abord. Et je travaille directement avec les instances de participation, mais ça y contribue quand même fortement puisque ça me permet d'avoir un contact au-delà du public accueilli avec des publics qui sont déjà dans un logement et voire au-delà du logement. Donc là, il semble que ce soit plus une contingence que vraiment une disposition. Oui, c'est en tout cas un vrai apport. C'est parce que je voyais une question. Oui, les travailleurs pairs sont salariés. Je confirme. Est-ce que Sylvie, il y a d'autres questions Oui, toujours autour de… Du coup, il y a eu plusieurs contributions ou questions autour des méthodes pour mobiliser, parce qu'il était question à un moment donné de comment mobiliser davantage de personnes pour participer. Donc, il y a eu effectivement cette suggestion autour de la paire aidance. Est-ce que la paire aidance ne faciliterait pas la participation? Donc, on vient d'y répondre. Il y avait aussi le sujet de la rémunération des participants, le fait d'offrir des tickets resto ou de rémunérer des personnes. Est-ce que ça ne les encouragerait pas à participer aux instances telles que le SIAO? Plus largement, on peut poser la question un peu du contre-don. Effectivement, Oui. Le fait de s'investir dans ces instances-là, ça correspond à un investissement temps fort des personnes. Est-ce que je pense peut-être à la Fédération Bourgogne-Franche-Comté ou je sais que dans d'autres régions, il y a des réflexions qui progressent un peu sur ces sujets-là. Est-ce que dans les exemples que vous avez pu rassembler, il y a des choses un peu à dire sur cette question de comment d'un côté, soit on valorise, soit en tout cas on propose quelque chose qui vise à encourager la mobilisation dans ces instances-là, qui correspondent vraiment à un investissement temps et compétences finalement fort des personnes. En fait, le sujet il va se traiter à plusieurs endroits. C'est-à-dire que déjà, ça pose la question de savoir pourquoi on fait participer les gens et dans quel cadre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien être sur une participation bénévole parce qu'on est sur une participation ponctuelle comme vous et moi, on va pouvoir participer à une consultation X ou Y. Et là, on est sur une forme de participation qui est complètement différente que effectivement, la personne qui va siéger dans de diverses instances, à qui on va confier des missions particulières dans ce cadre-là, où effectivement, là, on se dirige plutôt vers quelque chose de professionnel. Et entre tout ça, il y a plein de modes de participation différents dans lesquels, effectivement, on va pouvoir se poser la question de savoir est-ce qu'on est sur de la participation, finalement, qui est vraiment du bénévolat et de l'engagement personnel, auquel cas, éventuellement, on pourra se poser la question de donner les moyens de venir, c'est-à-dire faire en sorte que la personne, si un repas à midi, puisse le prendre sans avoir avancé des moyens, puisse prendre des transports en commun, etc. pour venir. Et puis, il va y avoir d'autres formes où, effectivement, là, ça va valoir le coup de se poser la question de rémunérer les personnes parce qu'on est sur une autre demande et en tout cas sur un autre niveau de participation. Mais ça, on voit bien aujourd'hui qu'en termes d'avancée dans l'ensemble des SIAO, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, dans ce qu'on avait repéré dans notre étude de 2018, on était clairement plutôt sur la base d'une participation bénévole où on va éventuellement défrayer, mais ça va s'arrêter là. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est déjà une réponse et on a vu un peu dans les réactions de la salle qu'effectivement, il y a encore des instances aujourd'hui où quand on demande à des personnes de venir en transport, le transport reste à leur charge. Donc, c'est au-delà de la question du contre-don qui est très importante aussi et sur lesquelles, dans différentes régions, on voit qu'il y a des avancées, des innovations assez intéressantes sur ce volet-là. On voit que quand même, il y a encore toujours des instances qui finalement font en sorte que la participation, finalement, deviennent même un coût pour les personnes et là, ça devient vraiment dommage quand c'est le cas. Écoutez, on arrive à peu près à la fin de cet atelier. S'il n'y a pas de questions qu'on aurait laissées sans réponse. J'en ai juste une dernière par rapport à l'idée de travailler à la participation en amont avant que les personnes ne soient hébergées.
Est-ce que c'est quelque chose qui existe sur l'un des deux territoires? C'est la dernière question qui n'avait pas été traitée. Pour bien comprendre, dans la question, c'était formulé de la participation au SIAO, c'est-à-dire vraiment… Oui, c'était… Oui. Donc, dès lors voilà, que la personne prend attache avec le SIAO, même si elle n'est pas encore hébergée, quoi. Peut-être Audrey, je vois que tu as pris la main, vas-y, peut-être ouais. Ouais, juste un mot par rapport à ça, c'est que, en tout cas, dans notre étude, on a parlé des deux formes de participation, c'est-à-dire une forme qui est là pour représenter les autres. Effectivement, on peut imaginer que des personnes qui ne sont pas hébergées, qui sont dans des conditions de vie à la rue, vont avoir du mal à avoir réellement les moyens de pouvoir porter cette parole collective. Pour autant, ça ne l'empêche pas. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du CRPA, avec des délégués qui sont en rue depuis des années et dont la situation ne se débloque pas, mais qui sont quand même en capacité de le faire, donc c'est possible. Et puis après, il y a la question de la participation directe à la construction de son parcours. Et là, évidemment, qu'on soit en rue ou peu importe où on est, la construction du parcours, de l'évaluation à l'orientation, la personne doit être au centre, à la limite, de tout ce qu'on fait, et qu'elle soit à la rue ou pas, ça change rien. Voilà, il y a deux formes de participation et effectivement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux. Très rapidement, ce sera, je pense, la dernière prise de parole. Est-ce que du côté du SAMU social de Paris, par exemple, vous arrivez à toucher dans ces instances-là que peuvent être le débat permanent ou d'autres formes que vous mettez en place? Là, on a parlé des différentes commissions aussi qu'il y a autour du débat permanent. Est-ce que vous arrivez à toucher, à concerner des personnes qui ne sont pas en structure d'hébergement, justement? Alors, sur le débat permanent, on est essentiellement sur des personnes hébergées, même si dans tous les cas, la participation, en fait, elle est ouverte. Sur le débat permanent, elle est ouverte à l'ensemble des structures du SAMU qui ne sont pas que des structures d'hébergement. Sur la participation à la figure du SIAO, Désolé, Karine, ça coupe un peu. Ça laissera peut-être un peu de suspense et envie de nous revoir, je crois. Du coup, on arrive à la fin de cet atelier. Désolé, Karine, ça a l'air de s'être un peu coupé de votre côté. Pour vous dire que sur ces sujets de participation, avec la fédération, on prévoit un ensemble d'événements et d'éléments autour d'un printemps de la participation sur le mois de mai prochain. Alors, tout ne sera peut-être pas possible au vu des mesures de confinement qui semblent être peut-être amenées à se réintensifier. Mais en tout cas, il y aura aussi un ensemble d'ateliers en visio sur la semaine du 17 mai, voilà, sur lesquels je vous invite déjà à cocher un peu cette semaine si vous êtes intéressé par ces sujets de participation. On travaillera plus globalement. On parlera bien sûr pas que des SIAO, mais aussi de bien d'autres espaces dans lesquels les sujets de participation se posent et se posent particulièrement aussi depuis que la crise est venue aussi parfois mettre un peu un coup de frein, un coup d'arrêt à des instances et à des temps organisés collectivement. Donc, on pourra vraiment reparler de tout ça tous ensemble. Ce sera peut-être aussi l'occasion de partager certains contenus, certains éléments qu'on n'a pas pu partager aujourd'hui. Je crois qu'en tout cas, au niveau des ressources qui devaient être partagées dans le chat, à peu près les éléments sont là et l'étude de la FAS a pu être partagée. Et donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à nous revoir éventuellement d'ici 2 bons mois pour continuer à parler de ces sujets participation. Merci beaucoup à tous les intervenants, aussi à tous les participants. Donc voilà, et je vous dis ce n'est qu'un au revoir et à bientôt alors. Merci à tous et à toutes.